Nous sommes à présent avec le criminologue Xavier Roffer. Il est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, vous êtes aussi directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet et également directeur d'études pôle sécurité défense criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, votre réaction ce matin, Xavier, à l'annonce de ce rehaussement du plan Vigipirate à urgence attentat, le plus haut niveau du dispositif français de lutte contre le terrorisme, c'est nécessaire selon vous ? Oui, pour la raison suivante. Et les Israéliens savent ça très bien parce qu'ils l'éprouvent depuis plus d'un demi-siècle. Le moment dangereux avec les organisations terroristes, c'est le moment où elles sont fragilisées par des dissensions internes ou par la répression. Donc, à partir du moment où l'État islamique tel qu'il était en 2014 n'existe plus, à partir du moment où il en existe des fragments quelque part encore en Irak, mais aussi en Asie centrale, mais aussi quelque part dans les Balkans, il faut être très attentif au fait qu'une de ces fractions, qu'un de ces éléments d'une organisation qui, à titre centralisé, a à peu près disparu, passe à l'acte. Donc c'est beaucoup plus délicat. C'est un problème non pas d'un cancer centralisé, mais c'est le problème de ces métastases. Souvenez-vous, jadis, quand l'essentiel du mouvement palestinien était réuni autour de Yasser Arafat, mais qu'il y avait des fractions, mais qu'il y avait Abou Nidal, mais qu'il y avait le Front populaire, mais qu'il y avait le Front populaire et démocratique, la situation était beaucoup plus périlleuse car il fallait faire attention non pas à une entité, mais à plusieurs. C'est la situation actuelle. Alors évidemment, on parle de ce rehaussement du plan Vigipirate, des terroristes islamistes d'Asie centrale également qui menaceraient surtout la France, c'est ce qu'a indiqué hier Céline Berthon, la directrice générale de la DGSI. Alors est-ce que c'est de ce côté du monde-là qu'il faut s'inquiéter, Xavier, ces terroristes d'Asie centrale? Mais c'est la menace sans doute du moment. Vous avez vu que peu de jours avant l'attentat de Moscou, nul ne se préoccupait vraiment d'islamistes qui auraient pu agir à partir d'un des pays de l'Asie centrale qui est le Tadjikistan, et c'est pourtant ce qui est advenu. Donc la menace est diffuse, la menace est impalpable. Il suffit de recruter une cellule de quelques individus ou dans le cas de Moscou des mercenaires, car ils ont clairement établi qu'ils voulaient faire ça pour de l'argent, eh bien, pour se trouver face avec un groupe d'individus qui peut en tuer 120 ou 150 autres. Et pourtant, c'est vrai que Daesh avait été plutôt impacté après la coalition internationale, après les frappes des États-Unis, de la France ces dernières années. Mais donc Daesh qui est bien là, qui est bien présent, l'entité qui est toujours là. Aujourd'hui, on se pose la question aussi qui finance Daesh, qui finance l'État islamique, Xavier? Daesh n'est pas vraiment existant au jour où je vous parle à titre centralisé. Je suis en contact avec des gens qui s'intéressent à ces affaires au quotidien, j'espère être clair, et donc je peux vous dire qu'il n'y a plus quelque chose avec une direction centralisée de l'État islamique comme en 2014. De toute façon, l'État islamique a toujours été une entité terroriste bizarre. On sait très bien ce que c'est qu'une entité islamiste. On sait qu'elle est dirigée par des gens qui ont été faire ce qu'ils appellent la guerre sainte en Afghanistan et ailleurs. Exemple de groupe islamiste typique, Al-Qaïda, avec à sa tête un homme qui avait été combattre en Afghanistan, Oussama Bin Laden, mais l'État islamique a toujours été une entité bizarre. Un des patrons de la lutte antiterroriste en Irak avait dit un jour, un peu amusé, que l'État islamique, c'était l'armée de Saddam Hussein avec un kéfier et un sivak. Sivak, vous savez, c'est les espèces de cure-dents qu'utilisent les islamistes parce que le prophète s'en servait d'un morceau de bois avec lequel on se nettoie les dents. Donc, ça a toujours été une entité bizarre. Elle a toujours été soumise à des influences curieuse, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, l'État islamique, dont la doctrine est que les chiites sont des hérétiques et des chrétiens déguisés dans l'islam, et que en réalité il faut les tuer, à un moment donné, une partie de la direction était quand même réfugiée en Iran. Vous voyez, plus encore pire dans le domaine de l'hérésie que les chiites, les alaouites syriens, et cependant une partie d'entre eux étaient réfugiés en Syrie. Donc vous voyez, cette histoire depuis le début, elle n'est pas claire. Ça sent
une organisation qui, dès le départ, est soumise à des influences extérieures et qui peut agir en fonction des intérêts d'un tel ou un tel. Souvenez-vous, dans le temps aussi, au Moyen-Orient, Abu Nidal, qui était soutenu par la Syrie, tel groupe par l'Irak, etc. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, on parle de la menace terroriste en France. Il y a aussi la question des cyberattaques, tout ce qui vient d'Internet aussi, Xavier. Des lycées, des collèges franciliens ainsi que des Hauts-de-France feront l'objet dès ce lundi d'une surveillance renforcée après la réception de messages de menaces d'attaques terroristes. Ça, c'est aussi une menace à surveiller, tout ce qui est cyberdéfense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est cyberdéfense, ça arrive au cœur de la vie privée des gens. C'est-à-dire que quand on s'empare de vos références ou de vos adresses Internet, par exemple, on est capable de vous livrer, comme ça a été fait dans le cas des lycées, on est capable de vous menacer directement sur votre bureau, au bout de votre téléphone portable, et donc ce sont des menaces qui impactent directement des gens, leurs familles, et il faut y être attentif. Maintenant, comment fonctionne le cybermonde? Le cybermonde fonctionne avec naturellement des entreprises de piratage. Clairement, ce qui se passe là, dans le cas des menaces envoyées au lycée et collège, c'est un piratage. Et donc les pirates, ils cherchent à gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, ils ont besoin de se faire connaître dans leur monde et de réaliser des exploits. Alors si ça se trouve, c'est simplement un petit groupe de pirates ou un pirate tout seul qui fait ça, histoire après ça de s'en vanter auprès de ses petits camarades. Eh bien, alors il nous reste à peine une minute, Xavier, si vous pouvez relever ce défi. On voulait aussi parler de ce qui se passe à Marseille, cette spectaculaire opération Place Nette XXL qui a mobilisé près de 1000 policiers à Marseille lundi et mardi dernier. Est-ce que c'était une opération à la hauteur et suffisante de ce qu'on doit attendre de la lutte contre le narcotrafic en France ? Elle est un peu fictive parce que on a un instrument qui permet de savoir si une opération de lutte anti-drogue est efficace, et le gouvernement ne nous l'annonce pas et ne s'en sert pas. Le critère du succès de la lutte contre une opération anti-drogue, c'est le prix de la drogue dans la rue. Si l'opération a réussi, la drogue coûte plus cher parce que toute marchandise, licite ou illicite, est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Quand Monsieur Darmanin arrive ministre de l'Intérieur, la cocaïne coûte 80 € le gramme dans la rue. Si la lutte de Monsieur Darmanin est efficace, aujourd'hui en 2024, elle doit en coûter 120 ou 130 €. Pourquoi ? Parce que ce qui est plus rare est plus cher. Résultat des courses, aujourd'hui, à Marseille, le prix de la cocaïne a baissé de 30%. Voilà, donc c'est un échec. Eh bien, merci beaucoup Xavier Rofer. C'était court et efficace, mais on vous retrouvera avec grand plaisir très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Xavier et à très bientôt.